Et bienvenue à votre magazine d'information sur Canal Info News. Votre magazine d'information, le 19h-20h, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis. Au menu de votre magazine, un ou plusieurs invités pour commenter avec nous l'actualité au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Alors, notre actualité d'aujourd'hui porte sur l'ouvrage de l'expert comptable Abdou Souley Diop, intitulé 2012, 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent. Un livre qui a été lancé à Dakar. Alors pour ce numéro, je vous l'ai dit tantôt, M. Abdou Souley Diop sera notre invité. Nous allons faire plus ample connaissance avec lui et avec son ouvrage 2012, 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent. Bonsoir, M. Diop. Bonsoir, M. Beledj. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau du 19h-20h. Merci à vous de me donner l'opportunité d'être sur Canal Info News. Merci. Alors, qui est Abdou Souley Diop? Abdou Souley Diop, c'est un Sénégalais résident à l'étranger, donc je dirais un émigré sénégalais, mais bon, très attaché à son pays, donc qui a un peu bourlingué dans différents pays pour finalement s'installer au Maroc et qui, depuis une vingtaine d'années, mène un certain nombre d'activités professionnelles au Maroc, en Afrique et un peu partout, et qui est aujourd'hui donc associé du cabinet international Mazars et particulièrement associé directeur du bureau du Maroc du cabinet Mazars. Tout à fait. Alors, bien entendu, quand on parle du cabinet Mazars, quelque part, vous avez des liens avec la comptabilité, vous êtes expert comptable. Effectivement, en termes de formation, je suis expert comptable, ayant eu la chance de travailler sur beaucoup de sujets qui vont au-delà de la comptabilité et notamment sur des réformes institutionnelles, des activités de développement sectoriel ou encore l'accompagnement d'institutionnels dans les actions de développement. Donc, alors, voilà. Cela va sans dire que vous avez eu à auditer plusieurs structures, plusieurs sociétés qui vous ont permis quand même de coucher ce livre intitulé « 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent ». Effectivement, une vingtaine d'années d'expérience, ça permet de voir beaucoup de choses. Et de les voir aussi se mettre en place. Donc, c'est un peu le terreau qui m'a permis de capitaliser ceci dans cet ouvrage. Alors, justement, en mémoire à votre regretté père, vous dites « Tout ce que tu fais, et si tu n'as pas d'intérêt pour ton pays ou pour l'humanité, manquera toujours de saveur. » Eh bien, vous avez écrit « Je n'oublierai jamais cette phrase de mon père ». Oui, effectivement, parce que j'avais l'habitude de beaucoup discuter avec lui, parce que mon père, pour ceux qui le connaissent, Dr Babacar Diop était ambassadeur et aussi un grand fonctionnaire de l'État et qui avait, pour lui, travailler pour son pays était un sacerdoce et chaque fois il nous disait, où que vous soyez, il est important que ce que vous faites ait un sens et le sens lui est donné par deux éléments clés, soit c'est quelque chose que vous faites pour l'humanité, donc c'est ce qui explique d'ailleurs qu'à la base il avait une formation de vétérinaire pour son prochain, ou pour votre pays. Donc si ça n'a pas cette portée globale pour l'humanité ou pour votre pays, c'est que quelque part c'est pas pérenne, ça n'a pas de sens. Et ça m'a toujours marqué. Et c'est ce qui fait que, bon, même quand on travaille pour le privé, même quand on est à l'étranger, bon, à un moment, on se dit, bon, il faut qu'on apporte sa pierre à l'édifice de la construction de son pays. Donc, tout à fait. Alors, bien entendu, vous avez réalisé cet ouvrage intitulé « 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent ». Bien entendu, l'avant-titre, c'est 2012. Nous allons inéluctablement vers les élections de 2012. Et là, je pense que vous avez assez réfléchi sur ces projets de réforme pour un Sénégal émergent, comme vous dites dans cet ouvrage. Alors, si vous pouvez nous parler de cet historique, quand même. Effectivement, donc, disons que le Sénégal a fait son chemin. Hein, donc, on a vécu la période post-indépendance avec un régime socialiste pendant 40 ans. Depuis maintenant 11 ans, on a le régime de l'alternance. Et durant ces périodes, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et surtout, ces 2 dernières années, il y a eu de grandes évolutions si bien au niveau international qu'au niveau continental, qui font que beaucoup de pays ont passé un cap
et désormais ont réglé beaucoup de problématiques qui les ont empêchés de décoller et se sont mis sur l'émergence. Le Sénégal, aujourd'hui, à l'occasion d'une échéance importante, vous savez, une élection présidentielle est une échéance majeure dans la vie du pays. C'est l'occasion pour ceux qui sont au pouvoir de revoir un peu ce qui n'a pas marché pour proposer de nouvelles choses, et pour ceux qui sont dans l'opposition également de proposer des solutions alternatives. Donc forcément, que ce soit une reconduction du pouvoir actuel ou une prise en main par l'opposition, il va falloir définitivement mettre en place le turbo pour que le Sénégal parte sur un vrai chemin d'émergence et dépasse petit taux de croissance. Le retard est là, les autres pays ont. C'est pour ça que 2012 est un moment crucial pour la vie du pays. Alors, dans cet ouvrage que vous avez scindé en 10 livres, alors avec plusieurs approches de thématiques, moderniser notre tourisme, l'approche de notre tourisme, créer un tissu industriel sénégalais, repenser l'agriculture, sauver le secteur de la pêche, optimiser la gestion des Sénégalais de l'extérieur, dont vous faites partie, restructurer le secteur de la santé, le transport aérien, l'énergie, bien d'autres thématiques. Alors vous avez bien réfléchi justement sur ces thématiques pour faire des propositions telles que 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent. Effectivement, je suis parti d'un constat, c'est que à un moment, j'ai vu que je travaillais sur beaucoup de projets de réforme au Maroc qui ont donné leurs fruits. Et je me suis dit, cette expérience-là, il faudrait que je puisse la partager. Et c'est ce qui explique que j'ai choisi des secteurs que je connais. Et clé, il faut le dire. Et bien entendu, en faisant en sorte que ce soit ciblé sur les secteurs majeurs de notre économie. Parce que n'oublions pas que le Maroc a la même cartographie, je dirais, que le Sénégal. On a les mêmes problématiques, on a les mêmes enjeux, lutte contre l'analphabétisme, développement, la santé, l'éducation. On a les mêmes fondamentaux. L'économie est basée sur l'agriculture, sur les ressources des ressortissants à l'étranger, sur la pêche, sur le tourisme. Donc c'est des pays similaires. Les seules richesses qu'on a sont notre phosphate, nos devises, etc. Donc on est vraiment dans les... Donc je me suis dit, je vais, à partir de mon expérience, identifier les secteurs clés au Sénégal, voir ce que je peux apporter, ça explique pourquoi j'ai choisi ces secteurs. Et pour chaque secteur, l'idée est de partir d'un diagnostic, parce que il ne s'agit pas de partir de rien, il faut diagnostiquer la situation pour que les gens comprennent quel est l'état des lieux. Et ensuite, à partir du diagnostic et d'une analyse des situations qui nous ont amenés à l'état actuel, de proposer des solutions. Parce qu'il ne s'agit pas, pour moi, uniquement d'avoir une vue diagnostique théorique, mais surtout de pouvoir proposer des solutions dont la mise en œuvre est opérationnelle et pragmatique. Parce que, quelquefois, l'exercice... c'est l'éternel recommencement. C'est l'éternel recommencement. Donc là, il faut vraiment on va droit au but, quoi. Voilà. Alors, dans votre avant-propos, vous avez écrit « Les dernières révoltes dans le monde arabe doivent interpeller tout Africain et particulièrement les Sénégalais ». Alors, pourquoi cette réflexion ? La réflexion, c'est que on se rend compte qu'à un moment, lorsque le peuple au quotidien a une demande sociale très forte. À un moment, lorsque cette demande sociale devient insupportable parce que les peuples ne voient plus de solution, ils se révoltent. Et il ne faut pas qu'on attende ce qui s'est passé dans le monde arabe pour réagir. Beaucoup de pays, pour ne pas les citer, notamment la Tunisie et l'Égypte, ont attendu les révolutions pour réagir, pour proposer de nouvelles solutions. Il ne faut pas que ça doit nous servir de leçon. Il ne faut pas qu'on attende qu'on en arrive là. J'espère, en tout cas, je ne le souhaite pas, que le Sénégal ne va pas en arriver là, même s'il y a Mais en fait, si vous permettez l'expression, géopolitiquement, est-ce que nous avons les mêmes données par rapport à ces pays arabes, nous, Africains, nous, pays d'Afrique? Nous n'avons pas les mêmes données, mais vous savez, sur le plan de la géopolitique internationale, tout le monde pensait que ces choses-là ne se passeraient pas en Tunisie.
Égypte. Même si les pessimistes disaient dans 15 ans. Oui, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas savoir. Hein. Et je pense aussi qu'il y a eu une intelligence collective sur le 23, mais ça aurait pu déborder. Hein. Vous savez, c'est des choses, une fois qu'il y a un mouvement populaire, où vous ne pouvez pas maîtriser, ça peut à tout moment déborder. Donc il ne faut pas attendre d'en arriver là, il faut enclencher les bonnes réformes et surtout enclencher le turbo, parce qu'il ne faut pas que ce soit des réformes à horizon 20 ans. La demande sociale, elle est immédiate. Alors, je reviens à l'assertion que vous avez empruntée à votre père. Tout ce que vous faites, vous ne faites pas pour votre pays, eh bien faites-le pour l'humanité. Si vous ne le faites pas, ça n'aura pas de saveur. Alors, cet ouvrage, vous l'avez écrit. Alors, qui peut se l'approprier présentement au Sénégal? Vous l'avez sorti à un moment crucial, 2012, 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent. L'opposition, ceux qui sont au pouvoir, ou tout Sénégalais, eh bien, qui est épris du développement de ce pays. Dans la rédaction, j'ai essayé d'avoir une approche à géométrie variable pour permettre d'abord d'utiliser une terminologie didactique pour que ceux qui veulent juste comprendre l'économie sénégalaise puissent s'en imprégner. Donc c'est la première cible, c'est de pouvoir diagnostiquer l'économie de manière simple pour que ceux qui s'y intéressent comprennent. Le deuxième élément, c'est aussi de pointer du doigt des sujets et des problématiques pour pouvoir susciter le débat, donc donner des éléments aux gens pour pouvoir discuter sur des idées et recentrer le débat sur les idées et non pas sur les personnes. Et la partie proposition, elle est destinée bien entendu à ceux qui ont pour vocation d'être aux commandes, de pouvoir mettre en œuvre. Et je pense que ça peut leur être utile, et c'est fait pour cela, parce que pour moi, il s'agit de partager l'expérience avec ceux qui la mettront en œuvre au Sénégal. Donc c'est à la disposition de tous les acteurs qui sont aux commandes ou qui pourraient être appelés à l'être à un moment ou à un autre. Tout à fait. Et c'est là où on appréciera la saveur. C'est clair. Voilà, mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous suivez le 19h-20h avec notre invité Abdou Souley Diop qui nous propose un ouvrage qu'il vient de lancer à Dakar, 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent. Alors, bien entendu, le 19h-20h, c'est également des sujets à traiter et à commenter avec notre invité. Alors, je vous propose justement de suivre ce qui se passe dans le tourisme au Sénégal. Promouvoir le tourisme et l'artisanat. Tel est l'objectif du Salon TICA qui a réuni beaucoup de ministres de la CEDEAO. Cette caravane, qui vise à sensibiliser les populations sur le travail de l'artisan sénégalais, a réuni beaucoup d'acteurs. Je pense que le salon, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, le lancement, c'était aujourd'hui. À travers la caravane qu'on vient d'effectuer, c'est très dur, mais je pense que c'est super, Salon TICA. Et je remercie le ministre du Tourisme parce que je fais partie de l'organisation de la caravane et tout se passe très bien. Ouais. On apprécie bien ce salon. Je peux dire que c'est la première fois que ce genre d'événement arrive à Guédiawaye. Donc on remercie bien le ministre Tchernolo et nous lui demandons de nous aider à trouver des zones de recasement. Aussi ñu fexé ba banlieue bi Guédiawaye am ci ndax li na ci mbedd yi bari na. Non kontaan nañ ci torop na quoi. On est très content, mais on demande au ministre de nous aider à reconstruire notre village artisanal parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent ici, mais ils n'ont pas de moyens. Mais au moins, Joseph nous encourage. Les participants qui ont fait tout le trajet avec les organisateurs ont bien apprécié cette initiative du ministre du Tourisme. Pourquoi? Parce que dans le cadre donc de la croissance accélérée donc définie par l'État du Sénégal, nous avons pensé que les secteurs que nous avons mis ensemble s'interfèrent et se complètent. L'industrie culturelle, le tourisme et l'artisanat d'art se complètent. C'est les mêmes familles, c'est les mêmes acteurs qui se servent mutuellement. C'est pourquoi on a mis dans la même grappe de convergence ces secteurs d'activité. Aujourd'hui, on a créé ce salon pour faire la promotion de ces trois activités conformément à la décision de l'État dans le programme de la croissance accélérée. La perspective du salon, c'est la promotion des industries
culturelle, la promotion de l'industrie touristique et la promotion de l'artisanat d'art. Et comme il s'agit d'artisanat d'art, nous sommes bien au village artisanal. Est-ce que vous avez vu? Qui est le creuset même de l'artisanat d'art pour tout département, pour toute région. Alors donc nous remercions tout le monde. Monsieur le ministre Thierno a pensé donc le réaliser compte tenu de son plan d'action stratégique de promotion commerciale. Et dans le plan de communication du salon du TICA, monsieur le ministre a pensé pour lancer le salon à travers le Sénégal, cette campagne de sensibilisation et d'information l'a menée au niveau de la banlieue. Donc nous sommes au cœur de la banlieue, nous remercions tout le monde. Les représentants du ministre, quant à eux, ont félicité la forte mobilisation des jeunes qui montrent l'attachement porté par l'art par ces jeunes. Les artistes demandent plus de considération. Bien qu'ils apprécient ce geste du ministre du Tourisme, ils demandent aux autorités du pays de les aider à trouver beaucoup plus de matériel leur permettant à vaquer librement à leurs occupations. Voilà, merci Mariam Bengfaye. Alors, Monsieur Diop, vous venez de suivre, c'était le lancement du Salon du Tourisme intitulé TICA. Alors, dans votre ouvrage, vous approchez justement la modernisation du tourisme sénégalais. Alors, quelle appréciation faites-vous de ce sujet qu'on vient de voir? Je pense que le salon TICA, dont d'ailleurs la première édition était faite l'année dernière, qui était plus large au niveau d'assistance et autres, puisqu'elle était ouverte à l'international. Cette fois-ci, c'est plus ciblé et banlieue. Je pense que le salon contribue un peu à la modernisation du tourisme. Parce que je dis modernisation, on commence à petit à petit mettre en place de nouvelles approches. Parce que, pourquoi je dis modernisation, c'est que jusqu'à présent, le Sénégal s'est focalisé sur nos 300 jours de soleil qu'on essaye de vendre. Donc un même produit, 300 jours de soleil, à une même cible, les Français, les Européens. Or, le tourisme a évolué. On n'est pas dans le tourisme d'il y a 20 ans. Les gens, ceux qui cherchent le soleil ont du soleil moins cher. Quand on voit les offres qu'ont les Tunisiens ou le Maroc, les Marocains ou certains autres pays, c'est une offre quelquefois plus compétitive que le Sénégal en termes de tarifs, en termes d'aérien et tout. Donc aujourd'hui, ce n'est plus un avantage compétitif déterminant, même si ça le reste. Donc il faut qu'on ait une nouvelle approche. Il faut des innovations. Il faut des innovations. On parle l'écotourisme a une portée très intéressante. Les gens veulent du tourisme écologique et on a beaucoup de potentialités dans le Sénégal. Le tourisme chez l'habitant est un tourisme le dépaysement chez l'habitant. Donc il y a de nouvelles offres qu'il faut faire. Et également la promotion doit cibler les nouveaux émetteurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs typologies de pays émetteurs qui sont grands dépensiers. Il y a la Chine, les pays de l'Est, il y a aussi les pays du Maghreb qui aujourd'hui veulent voir d'autres horizons. Et bien entendu aussi, n'oublions pas le tourisme intérieur, parce que il faut aussi pouvoir pousser les gens à... Donc, il faut revoir notre offre et revoir également la promotion, bien entendu, avec un certain nombre d'autres sujets, les infrastructures touristiques. Aujourd'hui, c'est dommage qu'on ait attendu, on parle beaucoup de Saly, mais on est attendu 30 ans après la création de la station de Saly pour avoir une voie d'accès qui nous amène directement au principal pôle touristique. C'est des choses qui ont freiné le développement du tourisme. Le moyen de communication. Aujourd'hui, il faut vraiment une approche intégrée. Il faut qu'on puisse développer une stratégie, mettre en place une analyse de la cartographie des potentialités touristiques du Sénégal, une analyse également de l'offre en termes de disponibilité des terrains, des surfaces, du foncier, pour pouvoir en faire la promotion, pour que des investisseurs puissent venir et développer des nouvelles stations. Donc ça, c'est important. Vous avez vu, l'artisanat est un élément où le Sénégal a beaucoup de potentialités. Il faut qu'on puisse identifier. Cet artisanat, il est multiple et varié. Ce qu'on trouve à Dakar n'est peut-être pas la même chose qu'on trouve dans d'autres régions du Sénégal. Donc il faut vraiment cartographier les différentes potentialités pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut offrir et en même temps voir qu'est-ce qu'on a comme surface disponible et faire la promotion auprès des investisseurs. Et des investisseurs qui créent des zones de rien du tout. Aujourd'hui, on a une station qui est devenue mondiale, celle de Saïdia au Maroc. Il y a quelques années, c'était une zone totalement désertique. Il n'y avait même pas de voie d'accès. Mais on a
identifié des potentialités à partir desquelles on a construit. Donc il y a un certain nombre de solutions à apporter en modernisant notre approche du tourisme et aussi en modernisant les infrastructures, parce que bon, bien on n'a sûr, pas suffisamment de livres. Votre étude, votre livre, vous l'avez écrit en faisant un peu la comparaison avec le Maroc. Alors, comment vous avez apprécié justement cette approche touristique au Maroc par rapport à ce qui se fait au Sénégal? Disons que le Maroc a mis en place une stratégie combinée qui englobait le développement des stations, la promotion et également le développement de l'aérien et des infrastructures d'accès. Et dans le cadre d'un plan stratégique qui était le plan Azur, avec une vision 10 millions de touristes qu'on appelait la vision 2010, qui a rapidement évolué vers la vision 2012 et qui maintenant est à la vision 2020. Et ça a permis quand même de pratiquement tripler les stations, ça a permis de doubler la capacité en termes d'offres de lits et pratiquement de doubler le nombre de touristes, avec un PIB touristique qui a été multiplié pratiquement en accompagnant le plan Azur par 2,5. Donc il y a eu une réelle stratégie, même si bon, il y a quelques ratés, c'est pas totalement tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose, Ouais, il y a des stations qui ont des problèmes à se vendre, mais on a mis en place les ingrédients pour pouvoir développer, construire. Et bon, la vision 2020 va rectifier les éléments qui... Et à la portée du tourisme intérieur également. Ah oui, bien sûr. Parce que quelque part, les Sénégalais se sentent exclus de ces lieux de tourisme. Je pense que ça peut contribuer également à une nouvelle approche de la politique touristique du Sénégal. Effectivement. En cassant les prix, en baissant les prix, en faisant des promotions. Vous savez, on se rend compte que finalement, j'ai eu le plaisir de travailler, de mener une étude pour le ministère du Tourisme marocain sur différents sujets, et entre autres la politique de prix en matière hôtelière, et on se rend compte que finalement le touriste européen paye moins cher sa chambre que le touriste intérieur. Pourquoi? Parce qu'il a un package qui fait que la journée est vendue à tout frais compris à moins de 6 000 francs CFA, moins de 10 euros. Alors que le touriste national, il paye un minimum de 20 à 25 euros. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut continuer à faire de la promotion pour les touristes nationaux et essayer de leur offrir les mêmes prix qu'on offre aux tour opérateurs, et vous verrez que le tourisme va exploser. Tout à fait. Madame, Monsieur, je vous rappelle que vous suivez le 19h-20h avec notre invité Abdou Souley Diop, qui est venu sur ce plateau du 19h-20h nous présenter son ouvrage 2012, 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent. Alors, Monsieur Diop, en parcourant le livre, en le lisant également, eh bien, il y a eu des caricatures, une caricature qui m'a fait un peu sourire. Quelle solution pour faire décoller cet avion, un avion qui a été retenu par terre, eh bien, cloué au sol, la critique, le mystique, la crise des valeurs et la malgouvernance qui ont cloué cet avion au sol. Alors, quelle solution pour faire décoller cet avion? Oui, effectivement, dans l'ouvrage, j'ai essayé d'être... c'est toujours intéressant, j'aime bien les caricatures, ça permet de bien illustrer en un document, d'être très parlant. Et effectivement, aujourd'hui, cette caricature, c'était pour dire que il y a beaucoup de contingences. L'exercice économique n'est pas simple au Sénégal. Il y a beaucoup de contingences qui lestent notre développement et qui ne nous permettent pas d'aller de l'avant. Et pour moi, l'éthique est fondamentale. Et c'est pour ça que parmi les briques, les menhirs qui laissent l'avion, qui l'empêchent de décoller, il y a la malgouvernance. Je considère qu'il est indispensable pour qu'on puisse mettre en place toute politique, toute réforme, qu'on lutte contre la corruption, qu'on lutte contre la contrebande, qu'on lutte contre la contrefaçon, qu'on essaye de régulariser l'économie informelle. Il ne s'agit pas d'être répressif, mais il s'agit de mettre en place des solutions, et j'en propose certaines, très simples, pour pouvoir pousser les gens à se formaliser. Et donc ça fait partie des choses qui... Et aussi, on a la problématique de la prise de décision liée à la critique. Aujourd'hui au Sénégal, on est un peuple qui est très critique. Et souvent on dit, bon, c'est malheureux de le dire dans un pays qui est un peu un symbole de démocratie. Trop de démocratie tue la démocratie. Parce que pour prendre une décision, s'il faut
tourner dans tous les sens et perdre du temps, bon, forcément, la décision ne sera pas prise. Mieux vaut prendre la décision. Ne sera pas prise. Ah oui, ou la bonne ne sera pas prise parce qu'il faut contenter tout le monde. Donc la critique aussi laisse notre pays. Et souvent, la critique, c'est des critiques qui ne sont pas constructives. Il faut laisser les gens travailler, critiquer, mais aussi proposer des solutions. Alors, juste une petite parenthèse, justement, à propos de critique. Alors, ce livre, comment considérer ce livre? Comme une critique ou bien comme une contribution ou bien une voie tracée, justement, pour nos futurs dirigeants? Pour moi, c'est une contribution d'experts. En fait, le recul historique et l'analyse du passé est un diagnostic pour comprendre les causes et pour construire. Il ne s'agit pas de faire un bilan de l'alternance ou quoi que ce soit. Non, non. Mon propos est de dire quelle est la situation du Sénégal aujourd'hui. Quelle est sa situation économique? Comment on a fait pour en arriver là? Il ne s'agit pas de dire comment on a fait pour en arriver là pour situer des responsabilités, mais c'est plutôt pour dépasser cela et pour pouvoir donner les bonnes solutions pour l'avenir. Il faut être résolument tourné vers l'avenir, et moi c'est mon credo. Le passé ne doit servir que de leçons pour construire l'avenir, mais non pas pour donner des... Parce que sinon on va être dans une logique de corriger de savoir ce qui s'est passé sur le passé, responsabiliser, et on va oublier l'essentiel qui est d'avancer et d'aller de l'avant. Donc c'est un ouvrage pour proposer des solutions et non pas pour critiquer le passé. Et d'ailleurs, vous le verrez, hein, tous les régimes en prennent pour leur grade. Hein. Alors, on va revenir à notre avion qui tarde à décoller. On parlait de la médisance, des propos, des critiques qui ne font rien avancer. Alors, moi, j'ai été un peu surpris quand même par cette corde de mystique qui retenait également l'avion. J'ai dit, mais tiens, en plein 21e siècle quand même... Mais c'est des réalités du pays, hein, vous savez, on est encore dans ces réalités, et, bah, c'est des choses que tout le monde partage, hein, mais seulement ça ne doit pas être trop mis en avant, ça ne doit pas être un frein. Et aujourd'hui, bon, on se rend compte que quand même c'est un peu trop ancré dans la société, et ça constitue quelque part un frein. Quelquefois on veut prendre des décisions, on est pris par certaines choses on tient compte de certains éléments qui peut-être ne sont pas vraiment prioritaire par rapport à la prise de décision. Et aussi, il y a un élément dans le... Bon, je ne voulais pas en mettre plusieurs, j'en ai mis 4. Le 4e, c'est la crise des valeurs. Je pense que là aussi, il faut qu'on revienne aux valeurs qui sont enfouies, bien entendu, qu'il faut qu'on les remette en avant. Je trouve dommage, la dernière fois, je demandais à un de mes neveux si tout de suite, qui fait la 3e, hein, si tout de suite tu avais l'opportunité de gagner tant par mois, est-ce que tu arrêterais l'école? Il me dit sans même discuter, j'arrêterai tout de suite. Donc forcément, bon, la valeur travail ne constitue plus au Sénégal une raison d'être, une raison de vivre. La valeur, les gens ne croient plus à la valeur étude, et il y a un respect des anciens, un respect des valeurs traditionnelles qui commence à se perdre, et il est important qu'on restaure les vraies valeurs, les valeurs d'intégrité, les valeurs de probité qui nous appartiennent et qui forment l'homme sénégalais. Et ça, c'est important pour construire l'avenir. Vous avez bien dit l'homme sénégalais. Voilà, mesdames et messieurs, toujours avec notre invité Abdou Souley Diop, qui nous présente son ouvrage 2012, 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent. Alors, le 19h-20h, c'est également des sujets. Alors, nous allons voir un sujet, justement, qui intéresse tous les Sénégalais. C'est un sujet consacré à la réhabilitation, l'installation également de la Sénélec. Dans le souci d'améliorer la distribution de l'électricité, la Sénélec a entamé un vaste programme de réhabilitation de ses unités de production. À la centrale de Bel-Air, la turbine à gaz fait l'objet d'une minutieuse inspection majeure. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour une révision complète des équipements. La réhabilitation de cette turbine va constituer une ébène pour l'amélioration de la qualité du service. Actuellement, vous voyez donc les travaux de reconditionnement. Donc d'ici une semaine, à la réception de certaines pièces qu'on va acheter, les gens vont recommencer à travailler 24 heures sur 24 pour un retour de la machine au plus tard le 31 août, Inch'Allah. Dans le cadre normal du cycle de vie de la machine, on est en inspection majeure. Vous voyez lorsqu'une machine tourne après un certain nombre d'heures, il faut l'arrêter, démonter, prendre des mesures, faire la métrologie,
faire une révision donc majeure pour que donc cette machine puisse encore recouvrer ses paramètres donc, de fonctionnement. La centrale numéro 4 du Cap des Biches fait face à d'innombrables dysfonctionnements. Sur les 5 moteurs qui alimentent la centrale, seuls 2 sont fonctionnels. Le poids de l'âge et la vétusté sont passés par là. Les 2 premiers moteurs ont été acquis en 1990, le 3e en 1997. Pour le dépannage, la Sénélec a fait appel aux fabricants. Actuellement, c'est le moteur numéro 1 qui est en service. Et le moteur numéro 2, on a un problème qui est un peu difficile à trouver parce qu'on a fait sa révision majeure et le moteur est revenu en fonctionnement depuis le 5e mois. Donc ça marchait correctement et pleine puissance. Mais malheureusement, le 10 du mois de juin, on a eu un déclenchement par défaut. Et le défaut, nous, personnel de la centrale, on a regardé pendant 5 jours, on n'a pas pu trouver le défaut. Et on a fait venir les techniciens de Man Diesel, qui sont les fabricants de ce moteur. Donc le technicien est là depuis le 15 du mois de juin. Donc actuellement, aujourd'hui, à la date du 21, on n'est pas encore trouvé le défaut. Ces techniciens de la Sénélec savent que sur leurs épaules et leur dénouement repose le bien-être des Sénégalais. Il reste à espérer que la lumière jaillira au bout du processus enclenché avec le plan TACAL et que le syndrome des coupures d'électricité ne sera plus qu'un vieux souvenir. Tout à fait, nous le souhaitons tous, M. Diop. Je pense que vous êtes à Dakar depuis quelque temps et que vous vivez justement ces coupures intempestives, une réhabilitation des installations de la Sénélec, un renforcement de la capacité énergétique, je pense, est plus que nécessaire. Et vous l'avez traité également dans cet ouvrage. Oui. Sénélec, énergie, électricité. Voilà. Vous savez, ça ne sert à rien de parler d'émergence, d'industrie, etc. si on n'a pas l'énergie. Il faut bien faire fonctionner tout ça. Et c'est un élément clé. Et je pense que le reportage montre bien le grand problème de ce secteur, qui d'abord est un problème pour moi d'anticipation, d'absence d'anticipation. L'énergie, pour la produire, il faut des centrales. Et ces centrales-là, c'est 2 grandes choses. Premièrement, une adéquation entre les capacités et les besoins. Et deuxièmement, une fonctionnalité des centrales. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas anticipé tout cela. On se retrouve avec des capacités de moins de 400 mégawatts pour une population qui a besoin de 500. Forcément, on est en train de tirer au maximum sur les capacités existantes, ce qui fait qu'on n'a pas de secours. Et chaque fois qu'un groupe tombe en panne, vous voyez, il y a 2 groupes qui marchent sur Bel Air, sur 6. Bon, forcément, c'est normal, si vous faites travailler un groupe à pleine capacité, une centrale à pleine capacité, à un moment, elle tombe en panne. Donc aujourd'hui, il est important tous les investissements qu'on n'a pas eu à faire, vous savez, la centrale à charbon de Sendou, on en parle depuis plus de 10 ans. Si 150 mégawatts qui devaient être construits en 2000 pour être productifs en 2003 n'ont pas été faits, forcément, c'est une insuffisance de capacité sur le réseau. Et donc, une insuffisance de capacité, vous ne pouvez pas la régler en quelques mois. Et je pense que il est important que, compte tenu de la situation, qu'on oublie les échéances électorales pour ce secteur particulier et qu'on essaye de plutôt régler les problématiques à long terme. Parce qu'aujourd'hui, les besoins, c'est des besoins de capacité. Il faut construire des centrales. Et construire des centrales, c'est quelque chose qui ne se fait pas en 6 mois, qui ne se fait pas en 3 mois, qui se fait en quelques années. Il faut qu'on ait peut-être un langage à un moment de vérité aux Sénégalais pour leur dire, bon, il est important. Et vous l'avez souligné dans cet ouvrage, justement. Et comme vous disiez, chacun en a pris pour son grade. Ah oui, je dis. Et ce problème d'électricité, il n'est pas que d'aujourd'hui. Donc, si je dis absence d'anticipation, pour moi, c'est absence d'anticipation durant ces 20 dernières années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Quand, par exemple, je cite toujours le Maroc, parce que c'est l'exemple que je connais mieux, quand on a mis en place, il y a près de 8 ans, une stratégie de diversification pour mettre en place le plan éolien, les plans solaires, et qu'on a décidé, parce qu'on a tenu compte de l'évolution, que chaque année, il faut injecter 400 mégawatts dans le réseau.
en nouvelles capacités et qu'on a mis en place les moyens pour y arriver, c'est parce qu'on a anticipé, parce qu'on a tenu compte de l'évolution des populations, qu'on a tenu compte de l'urbanisation, qu'on a tenu compte aussi des besoins industriels qui deviennent plus grands. Si vous voulez construire un tramway, il faut des grandes capacités. Donc tout ça, il faut l'anticiper et je pense que l'énergie, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous êtes toujours avec notre invité, Abdou Souley Diop, 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent, un livre qu'il a publié et lancé ici à Dakar. Alors, bien entendu, vous avez parlé également dans votre ouvrage de l'agriculture et je pense que également là, vous mettez le doigt là où ça fait mal, il faut une restructuration et repenser l'agriculture. Alors, que voulez-vous dire par là? Sur l'agriculture, ni plus qu'il faut vraiment parachever les réformes et restructurer. Pourquoi je dis parachever les réformes? Parce que le Sénégal est un pays agricole, donc c'est normal qu'il y ait des politiques pour la mettre en place. Mais il y a eu énormément de politiques agricoles. Entre la LORAS, le plan de développement agricole, la Goana, etc. C'est le secteur... Le plan REVA, c'est le secteur qui a eu le plus de réformes. Mais à chaque fois, on n'est pas allé au bout de la réforme. Chaque fois qu'on met en place une réforme, avant même que cette réforme ne puisse aller au bout, on en introduit une nouvelle. Qu'est-ce qui explique cela, justement? Parce que quand même, pour dire on a réformé, voici le résultat et tout, il faut laisser cette réforme aller à terme. Je pense que ce qui explique cela, c'est un peu... Ça rejoint un peu les menhirs qui laissent l'avion au Sénégal. Hein. C'est que on regarde beaucoup la réaction des populations et on veut apporter des réponses immédiates, surtout chaque fois qu'on se rapproche d'échéances où on a besoin du suffrage des populations. Et forcément, donc, il faut être à chaque fois apporter de nouvelles choses pour épater les populations. Ouais. Et c'est ce qui, de mon point de vue, hein, je pense que comme l'agriculture est toujours, le monde rural est un des grands électeurs, donc on cherche toujours à la veille d'échéance de faire plaisir à ce monde rural en apportant de nouvelles solutions. Et ça, c'est peut-être pas la bonne démarche à avoir. Il faut qu'on puisse aller au bout de nos réformes. Mais bon, c'est pas laisser je le dis dans l'ouvrage. Pour moi, l'idée en elle-même de la Goana est une très bonne idée parce qu'il faut de vraies réformes pour le secteur agricole. Mais malheureusement, la mise en œuvre, notamment dans l'appropriation des terres, dans leur répartition, la mise en œuvre a failli et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des résultats très mitigés. Pour 344 milliards ou 350 milliards investis, bon, une évolution du PIB agricole de moins de 8%, bon, ça reste peut mieux faire. Et bon, on est toujours un pays qui importe 70% de sa production de riz, de sa consommation de riz. C'est inadmissible. Voilà, mesdames, messieurs, toujours avec notre invité, monsieur Abdou Souley Diop. Alors, le 19h-20h, c'est également des sujets. Alors, suivons ce reportage consacré à la Goana. 2008, une bonne partie des pays du tiers-monde étaient en rupture de céréales. Une famine rampante menaçait près de 2 milliards de personnes à travers la planète. Les Nations Unies avaient alors sonné l'alarme, une alarme qui n'était pas tombée dans l'oreille de sourds. Le président de la République du Sénégal avait été le premier à retrousser les manches en initiant la grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance, Goana. Et vous savez que la Goana, c'était une réponse à une forte crise alimentaire internationale en 2008. Vous avez été au Sénégal. Le kilogramme de riz nous coûtait presque 600 francs. On ne voyait pas le maïs, on ne voyait pas le sorgho. Nous voyions des camions venant de Burkina, venant du Mali, déferler au Sénégal et on les vendait à des prix très chers. Quand le président de la République a beaucoup réfléchi, il a fait retourner à la vaillante population sénégalaise à la terre qui ne ment pas. Le président, Maître Abdoulaye Wade, ne s'était pas contenté d'émettre une idée, il en avait aussi fixé les règles du jeu. Par cette dénomination, nous vous entreprîmes de relever au moins 3 défis. Le défi d'une mobilisation générale de toute la population, le défi d'une bonne récolte, le défi de l'abondance.
pays le plus dépendant de l'extérieur, puisque nous importions 600 000 tonnes de riz par an, c'est en toute conscience que nous avons lancé ces défis. Par votre engagement, vous m'avez permis de relever les défis que j'ai lancés en face du monde. Je n'ai pas attendu de recevoir de l'argent pour commencer. Parce que je connais les institutions internationales. Je connais les mécanismes d'intervention. Je connais leur lenteur. Elles sont comme ça. Donc, quand elles vous annoncent de l'argent, vous avez le temps de mourir 10 fois avant qu'ils arrivent. Voilà, alors M. Diop, c'était lors du lancement justement de la Guana et vous l'avez, enfin le président de la République vous a confirmé 610 000 tonnes, presque 70% de la consommation qui était exportée. Je pense que quand même c'est une catastrophe. Mais en fait, moi ce qui m'a frappé, c'est pour la première fois quand même, on lance le mot grande offensive, pas lutte contre. Ouais. Oui, c'est effectivement, mais bon, c'est des questions de terminologie, parce que la grande offensive, c'est quand même, comme on l'a vu dans le sujet, il s'agissait d'éviter de tomber dans des situations où il y aurait de la famine ou autre. Mais bon, comme je le dis, l'idée en elle-même est très bonne. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est, vous savez, en tant qu'expert, pour nous, une réforme ou une grande offensive comme celle-là, elle se construit sur la base d'un processus standard au niveau international. On fait un diagnostic, on fait un état des lieux, on trouve des solutions et on met en place une stratégie. Mais l'impression que j'ai eue, c'est que bon, il y a eu effectivement ces alertes des organismes internationaux et le président, qui est très prolixe en idées, a réfléchi et a lancé l'idée sans qu'au préalable il y ait eu toutes les bases qui permettent d'arriver vers cette idée. Donc il a d'abord lancé l'idée, après il fallait mettre en œuvre. Donc on a d'abord trouvé la solution avant de voir comment la mettre en œuvre, etc. Donc je pense que il y a eu ce décalage dans le mode de fonctionnement. Et aussi après, bon, dans la mise en œuvre, je pense qu'il y a eu un certain nombre de problématiques. Quand vous parlez d'offensives, de mobilisation comme cela, ça suppose aussi trois choses: les terres agricoles, le matériel et les semences et les intrants, bien entendu, et tout ce qui va avec, la pluviométrie ou les outils. Donc il fallait organiser la mise en place de tout cela, offrir les terres à ceux qui vont les utiliser et non pas à des exploitants. Et pour moi, une méthode aurait pu être utilisée, c'est identifier les terres agricoles, lancer des appels à projets à travers des appels d'offres et non pas des choix individuels sur des projets. Les accaparements de terres. Et derrière aussi, bon, il y a tout un ensemble d'éléments d'accompagnement. Aujourd'hui, notre pluviométrie dépend encore beaucoup notre agriculture dépend beaucoup de la pluviométrie. Beaucoup de pays ont dépassé cela. Aujourd'hui, la politique des barrages, l'irrigation, le goutte à goutte. Bon, disons que les différentes solutions sont là, il faut les mettre en œuvre. Et aussi, il ne faut pas oublier, parce qu'on parle ça concerne beaucoup l'agriculture à haute productivité, à haute valeur ajoutée, les grands agriculteurs, mais il ne faut pas aussi oublier d'organiser les petits agriculteurs, de pouvoir leur redonner les moyens de se développer. Et pour ça, je pense que les modèles d'agrégation que je propose sont de bonnes solutions. Pour moi, bon, dans un domaine agricole, dans une zone agricole, il faut organiser la filière autour d'un agrégateur qui serait un peu le silo autour duquel tous ces petits agriculteurs vont s'organiser et agréger leurs produits. Et ça leur donnerait une force qui permettrait réellement de donner... coopérative, quoi. Oui, ça peut être de grosses coopératives. Et là, quelque part aussi, vous n'avez pas donné d'échéance sur les 100 projets, mais c'est des réformes qui peuvent permettre au Sénégal d'émerger.
Oui, disons que, comme je dis, c'est toujours des propositions à géométrie variable. Hein. Si on prend des propositions par secteur, bon, il y a des mesures qui sont immédiates, il y a des mesures à court terme, il y a des mesures... Donc, quand je dis lutter pour développer pour organiser l'économie informelle et que je propose d'offrir un taux réduit qui peut être de 10, 12 ou 14% ou 15% d'impôt sur les sociétés, pour les petites sociétés de petite taille, pour permettre à l'informel de s'organiser. Ben, c'est des mesures immédiates. Quand je propose également d'obliger l'utilisation des chèques barrés pour tous ceux qui ont un INEA, c'est des mesures immédiates. Mais derrière, il y a aussi, par exemple, les mesures de lutte contre la corruption ou le développement des énergies renouvelables, qui sont des mesures à long terme. Donc c'est une composition des deux par secteur, mais en tenant compte des principales réformes qui doivent être mises en place. Alors, je voulais vous demander, justement, parce que tout à l'heure, vous avez dit que ce n'était pas la peine de se focaliser sur l'énergie pour les échéances électorales. Alors, et si les gens s'en approprient pour en faire une campagne électorale? Je pense que ce serait en tout cas intéressant. Ça voudrait dire que les sujets qu'on va débattre pendant cette campagne seront des débats d'idées et non pas des débats de personnes. Ça, c'est important. Je pense que une campagne électorale, quels que soient les candidats à un moment ou à un autre, il va falloir proposer des programmes. Et ces programmes devront démontrer que ces acteurs sont à même d'assurer le développement du Sénégal et de répondre à la demande sociale. Donc, si effectivement des acteurs utilisent des propositions parmi celles qui sont dans le livre, c'est tant mieux. Tant mieux. Le plus important pour moi, c'est pas uniquement... De là où il est, papa sera très fier, n'est-ce pas? Mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous suivez toujours le 19h-20h avec Abdou Souley Diop pour nous présenter son ouvrage, le présenter aux téléspectateurs de Canal Info News, aux Sénégalais, sans projet de réforme pour un Sénégal émergent. Le 19h-20h, c'est également des sujets. Eh bien, suivons ce reportage consacré au secteur de la pêche. Un temps brumeux des déchets rejetés sur la berge des pirogues stationnées tout le long du littoral, c'est ce qui attire notre attention à la plage de Soumbédioune. Ces pêcheurs très inquiets se tournent les pouces. Ils observent en ce moment un temps de pause en attendant de reprendre leurs activités. Les poissons, qu'on les pêche, des pêches irrégulières, avec les bateaux de pêche, il prend les petits poissons, il les tue. C'est les petits poissons qui devaient être grands, que les pêcheurs aillent les pêcher. Maintenant, avec les petits poissons, les bateaux les tuent. C'est ça le problème des pêcheurs. Une situation qui n'épargne pas aussi les mareyeurs. Ces derniers voient leurs activités au ralenti et leur chiffre d'affaires en baisse. Toutefois, ils lancent un appel à l'endroit de leur ministère de tutelle pour un soutien et un encadrement des jeunes pêcheurs. Actuellement, les paniers de poissons, bien sûr, ça coûte cher parce qu'il y a deux produits. Il y a produit Europe et produit Afrique. Moi, je fais le produit Europe parce que tous les poissons que nous recevons ici, on les expédie en Europe. Donc, c'est cher. Les tchofs et les trucs, ça coûte 5 à 7 000, 8 000 le kilo. Donc c'est tellement cher parce que c'est à cause du manque de poissons. C'est ça. Je pense un appel à l'État du Sénégal de promouvoir la jeunesse. Nous, on est là, nous travaillons seulement. On a envie de travailler, de faire de créer des infrastructures, d'encadrer de vue et encadrer de certaines choses pour que l'État puisse... Le commerce aussi rencontre des difficultés. Les revendeuses de poissons ont du mal à écouler leurs produits. Elles sont obligées de patienter des heures avant l'arrivée d'une pirogue. Actuellement, le commerce ne marche pas bien à cause du mauvais temps. Nous sommes obligés d'attendre le retour des pêcheurs pour pouvoir vendre. Le panier de poissons appelé bande coûte entre 18 000 et 25 000 francs. Les prix varient selon l'abondance du poisson. Pour relancer l'activité maritime, des mesures préventives ont été prises concernant le repos et la reproduction des espèces marines. Cependant, les professionnels de la pêche devront prendre leur mal en patience d'ici quelques jours, voire des semaines. Voilà, alors le secteur de la pêche, vous l'avez intitulé « Sauver le secteur de la pêche » dans votre ouvrage. Oui, sauver le secteur de la pêche parce que, bon, comme on le voit, hein, c'était un secteur fleuron de l'économie sénégalaise. Aujourd'hui,
c'est en train de... On n'a plus de ressources, plus de capacités. Et j'en prends pour exemple, j'ai été choqué quand j'ai appris par le directeur de la Société nationale des conserveries du Sénégal que cette société a traité en 2010 2000 tonnes de thon. 2000 tonnes de thon, c'est ce que la SNCDS avait traité lorsqu'on faisait les essais des machines la première année. Et c'était monté jusqu'à plus de 20 000 à 30 000 tonnes par an. Si cette année on traite 2000 tonnes, c'est qu'on est à 10% des capacités normales. Ça veut dire qu'il y a un réel problème. Et d'ailleurs, ça me fait... Je souriais tout à l'heure, parce que comme je disais, dans une des mesures qu'il faut promouvoir la pêche responsable, effectivement, c'est un des grands sujets aujourd'hui. Il faut là aussi organiser la filière, parce que vous avez la ressource qui est aujourd'hui insuffisante. Sur la ressource, il faut qu'on l'organise, il faut qu'on ait une politique d'arrêt biologique d'une part pour pouvoir permettre aux ressources de se reproduire, mais aussi il faut qu'on puisse avoir de la créativité et structurer l'aquaculture, la pisciculture. Aujourd'hui, tous les pays le font et on a des bassins qui peuvent se recevoir, mais il faut une politique derrière. L'infrastructure aussi, il faut mettre en place. Il faut revoir les bateaux de pêche, trouver des financements qui permettent aux pêcheurs d'avoir des bateaux performants. Les accompagner. Les accords de pêche, c'est clair qu'à un moment, il va falloir, quand je parle de pêche responsable, il va falloir, ou en tout cas, structurer et organiser. Et aussi, derrière, il faut qu'il y ait des industries de transformation qui permettent réellement de valoriser les produits de la pêche. Je pense que tout ceci sont quelques mesures qui permettraient d'évoluer. Mais là, il faut sauver, parce que si on veut que le Thieboudian en bon diobène ne disparaisse pas, que le Sénégalais... C'est vrai, parce qu'à un moment, le Thieboudian ne sera plus le plat national. Donc, marcher sur la langue, mais M. Diop, est-ce que vous avez eu l'opportunité lors de votre séjour d'apprécier un bon Thieboudian, justement? Oui, j'en profite avant que le poisson ne disparaisse. N'est-ce pas? Alors, M. Diop, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vous avez traité de la gestion des Sénégalais de l'extérieur, du secteur de la santé, du transport aérien, de l'énergie, de beaucoup de sujets dans cet ouvrage. Mais en fait, ce que je dis, quel espoir avez-vous pour le Sénégal d'après 2012? Beaucoup d'espoir, parce que je pense que 2012 est proche, on est à 7 mois, et que quels que soient les acteurs, soit les acteurs qui sont au pouvoir ou l'opposition, chacun sait que le Sénégal est à un tournant et que le peuple ne peut plus accepter des tergiversations ou des tâtonnements. Et donc, des deux côtés, on va tout faire pour que quelque part, on puisse apporter des solutions aux Sénégalais. Je pense que le Sénégalais ne votera pas en 2012 s'il n'est pas sûr que la personne pour qui il est en train de voter a les solutions, ou en tout cas a des projets de solutions pour son émergence. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Et aussi, je suis convaincu que le potentiel humain du Sénégal est très important et que la créativité et l'imagination sénégalaise va permettre d'aller au-delà de la situation d'aujourd'hui. J'ai bien aimé l'expression « sans projet ». Vous n'avez pas mis solution. Sans projet de réforme pour un Sénégal émergent. Bien entendu, 2012 échéance. Alors, vous me permettrez de prendre ce livre pour aller faire campagne? Comme vous voulez. Voilà. L'essentiel, c'est que si vous êtes élu, vous mettez en œuvre. Voilà, alors je l'ai lu, j'ai vraiment apprécié et bien sûr, nous travaillons tous pour un Sénégal émergent. Alors, je pense que tous les politiciens devraient s'approprier justement cet ouvrage. Eh bien, 2012, sans projet de réforme pour un Sénégal émergent. Merci, M. Diop. Nous n'avons pas pu épuiser tous les sujets. Vous repasserez avant l'échéance de 2012 et puis on va encore pister les téléspectateurs et les Sénégalais. En tout cas, nous vous souhaitons bonne continuation
félicitations. Et bien entendu, et toujours le sacerdoce de papa qui m'a beaucoup frappé. Et tout ce que tu fais, si tu n'as pas d'intérêt pour ton pays ou pour l'humanité, manquera toujours de saveur. En tout cas, cet ouvrage, moi je le dis, eh bien, a beaucoup de saveur. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Voilà. À bientôt. Mesdames, Messieurs, on se retrouve très bientôt pour une autre émission sur Canal Info News. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour ce magazine.